Imaginez que votre corps n'est pas ce que vous croyez, qu'il n'est pas cette machine biologique imparfaite, ce véhicule de chair et de sang condamné à vieillir, à accumuler, à s'encrasser. Imaginez plutôt qu'il est un chantier quantique vivant, un écosystème conscient, fait de lumière, d'information et de vibrations, où chaque cellule dialogue avec l'univers, où chaque atome danse avec l'infini. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez ce même corps avec une honnêteté radicale. Voyez-vous ce poids qui ne devrait pas être là, cette fatigue qui colle à vos os comme une résine noire, cette émotion qui semble avoir tissé sa demeure dans vos muscles, cette pensée répétitive qui a creusé son sillon dans votre cerveau. Ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas des fatalités, c'est l'accumulation silencieuse, patiente, implacable de tout ce que vous n'avez pas su, pas pu, pas voulu évacuer. Les toxines que votre foie a mises en attente, les émotions que votre cœur a gelées par survie, les mémoires que vos cellules ont scellées dans leur noyau comme des capsules temporelles de douleur. Vous n'êtes pas seulement ce que vous mangez, vous êtes ce que vous gardez. Vous êtes le musée secret de vos propres résidus, le conservatoire invisible de tout ce qui, en vous, aurait dû passer, mais qui est resté. Et ce soir, dans le soir quantique, nous allons parler du nettoyage ultime. Non pas du jeûne qui vide les intestins, non pas de la méditation qui apaise l'esprit, mais du véritable nettoyage quantique. Ce processus par lequel votre corps, compris comme un champ énergétique conscient, peut désapprendre, désintriquer, désaccumuler et se libérer de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui pèse, de tout ce qui entrave le flux pur de votre être essentiel. Le concept de corps quantique n'est pas une métaphore New Age. Il émerge de la convergence de la physique moderne, de la biologie cellulaire avancée et des sagesses anciennes. À l'échelle la plus fondamentale, votre corps n'est pas un assemblage solide de matière. Il est un tourbillon de particules élémentaires, un nuage de potentiel probabiliste maintenu en cohérence par des champs électromagnétiques et, peut-être, par le champ même de votre conscience. Chaque atome de votre être est à 99,99% du vide, un vide vibratile, un océan d'énergie pure. Ce que vous percevez comme solide, pesant, limité, n'est qu'une illusion d'échelle, un consensus sensoriel. Votre corps réel est un phénomène de frontière, une interface dynamique où l'information se condense temporairement en forme. Et comme tout système quantique, il est susceptible d'intrication. Il peut se lier, se charger, s'alourdir de patterns énergétiques qui n'ont rien à voir avec sa nature originelle. Les toxines environnementales, les molécules de stress, les résidus chimiques de nos nourritures mortes s'intriquent à notre biologie. Les émotions non résolues, les peurs, les colères, les tristesses que nous avons refoulées ne disparaissent pas. Elles se déposent comme des couches de rouille sur le champ énergétique, modifiant sa fréquence, entravant sa résonance. Les mémoires traumatiques, quant à elles, ne sont pas stockées comme des fichiers dans un disque dur cérébral. Elles sont imprimées dans la matrice informationnelle de nos cellules, devenant des programmes fantômes qui dirigent nos réactions en dehors de notre conscience. Cet enchevêtrement progressif, cette intrication avec ce qui nous alourdit et nous obscurcit est la véritable source de la maladie, de la fatigue chronique et de ce sentiment diffus d'être emprisonné dans une peau qui n'est plus tout à fait la nôtre. Le nettoyage quantique que nous allons explorer ensemble n'a donc rien à voir avec un régime ou une cure détox conventionnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer des déchets, mais de désintriquer des énergies. Il ne s'agit pas de purger un organe, mais de dissoudre un champ. Le principe est emprunté à la physique quantique la plus avancée. Tout comme deux particules peuvent être intriquées, leurs états liés à distance, notre champ corporel peut être intriqué avec des patterns énergétiques dissonants. La guérison, la légèreté, la régénération passent alors par un processus de désintrication consciente. Il s'agit d'apprendre à utiliser le levier de votre attention, l'intention focalisée et les états modifiés de conscience, notamment pendant le sommeil, pour ordonner à votre système quantique de relâcher les liens qui le lient à ce qui l'alourdit. C'est un travail de précision à l'échelle subcellulaire, une réinformation du champ qui sous-tend la matière. Pendant votre sommeil, lorsque votre conscience n'est plus rivée au monde extérieur, ce processus de nettoyage quantique s'intensifie naturellement. Votre corps devient un laboratoire de désintégration douce où les complexes toxiques émotionnels mémoriels peuvent être démontés, onde par onde, information par information.
Mais la plupart du temps, ce processus automatique est débordé, saturé par l'afflux constant de nouvelles charges. L'objectif de ce voyage est de vous rendre conscient de ce processus, de vous donner les outils pour l'amplifier, le diriger et faire de chaque nuit une session intensive de nettoyage quantique où vous ne vous contenterez pas de rêver, mais où vous désintriquerez activement votre être de tout le poids inutile que vous traînez. Au cours des prochains chapitres, nous allons cartographier ensemble cet étrange territoire de l'accumulation invisible. Nous commencerons par une archéologie toxique, explorant ce que votre corps a réellement emmagasiné au-delà des simples déchets biologiques. Nous plongerons ensuite dans le monde des émotions cristallisées, ces sentiments devenus matière qui pèsent sur vos organes et déforment votre champ énergétique. Nous exhumerons le poids des mémoires, ces souvenirs encapsulés dans vos cellules qui répètent en silence leur drame. Nous poserons ensuite les bases scientifiques de ce nettoyage en expliquant les principes quantiques de la désintrication et de l'effacement informationnel. Puis viendront les techniques pratiques, des méthodes de purge vibratoire pour dissoudre ce qui est figé, des protocoles pour amplifier les rêves détoxifiants et l'analyse des fascinantes libérations spontanées, ces moments où le corps relâche soudain une charge ancienne dans un grand soulagement. Enfin, nous contemplerons la vision du corps régénéré, devenu un réceptacle fluide et transparent pour la conscience pure. Alors, préparez-vous à un voyage d'allègement radical, parce que le plus grand poids que vous portez n'est pas dans votre graisse ou vos muscles, mais dans l'invisible. Et la plus grande libération ne viendra pas d'un régime, mais d'une désintrication. Le nettoyage quantique commence maintenant. L'archéologie toxique. Nous entrons maintenant dans la première couche de notre exploration, celle qui nous demande de regarder en face, sans phare et sans complaisance, ce que notre corps a réellement accumulé au-delà des simples déchets métaboliques évidents. L'archéologie toxique est cette science introspective qui consiste à fouiller méthodiquement les strates de notre être physique et énergétique pour y identifier les dépôts, les résidus, les intrus et les entrelacements indésirables qui en altèrent la pureté et le fonctionnement optimal. Il ne s'agit pas d'une simple liste de polluants environnementaux, mais d'une cartographie des intrications néfastes de ces fusions forcées entre notre champ biologique quantique originel et des éléments informationnels et matériels qui lui sont étrangers, dissonants et finalement destructeurs. Votre corps n'est pas une poubelle passive, c'est un site archéologique vivant où chaque couche de temps, chaque expérience, chaque inhalation et chaque émotion a laissé sa trace, son inscription parfois indélébile dans le grand livre de votre chair et de votre énergie. Comprendre cette archive corporelle est le préalable indispensable à tout nettoyage profond, car on ne peut désintriquer ce qu'on n'a pas d'abord identifié. On ne peut libérer ce dont on ignore encore la présence et la nature. La première strate, la plus tangible, mais non la moins complexe, est celle des toxines exogènes matérielles. Ici, nous quittons le discours simpliste sur les impuretés pour entrer dans le langage quantique de l'intrication forcée. Chaque molécule de pesticides, de métaux lourds, plomb, mercure, aluminium, de perturbateurs endocriniens, bisphénol A, phtalates, de résidus médicamenteux ou d'additifs alimentaires synthétiques qui pénètrent votre organisme, ne se contente pas d'y circuler avant d'être éliminés. Une fraction non négligeable de ces agents, en raison de leur affinité chimique perverse ou de leur similarité structurelle avec des molécules biologiques essentielles, s'incorporent littéralement à vos tissus. Elles s'intriquent à vos protéines, se nichent dans la graisse de votre cerveau, se substituent aux minéraux dans vos os ou se fixent sur les récepteurs de vos cellules. Mais au-delà de l'effet chimique de blocage ou de perturbation, il se produit un phénomène plus subtil et plus profond, une intrication informationnelle. Cette molécule étrangère, porteuse d'une signature vibratoire et informationnelle totalement étrangère à la biologie humaine, devient un émetteur parasite au sein de votre système. Elle brouille les signaux subtils par lesquels vos cellules communiquent, elle introduit un bruit informationnel dans le champ quantique corporel et oblige votre biologie à dépenser une énergie folle pour tenter de maintenir sa cohérence face à cette interférence constante. Ces toxines ne sont pas inertes, ce sont des implants informationnels hostiles qui forcent votre corps à dialoguer en permanence avec un langage qui n'est pas le sien, l'épuisant peu à peu dans cette lutte silencieuse pour préserver son identité vibratoire.
La seconde strate, plus subtile, mais tout aussi réelle, est celle des toxines énergétiques et informationnelles pures. Votre corps, en tant que système quantique ouvert, est perméable non seulement à la matière, mais aussi aux champs énergétiques qui l'environnent. Les ondes électromagnétiques artificielles, Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, les champs électriques sales du courant alternatif, les rayonnements géopathogènes de certains lieux ne traversent pas votre corps sans laisser de traces. Leur effet n'est pas nécessairement de griller vos cellules à basse intensité, mais de créer des interférences dans le champ électromagnétique endogène qui orchestre tous vos processus biologiques, de la division cellulaire à la sécrétion hormonale. Ce champ d'une subtilité et d'une complexité extrême est le véritable chef d'orchestre de votre organisme. L'exposition chronique à ces champs externes dissonants impose à votre champ personnel un travail constant de recalibration, de filtrage et de résistance. Imaginez un violoniste virtuose tentant de jouer un concerto dans une pièce où retentit en permanence une radio mal réglée sur une fréquence de bruit blanc. L'effort pour rester concentré, pour maintenir la justesse de la note, est épuisant. C'est précisément ce qui arrive à votre biologie quantique. Elle dépense une part considérable de son énergie vitale, non pas à créer, régénérer et innover, mais simplement à se protéger et à maintenir un minimum de cohérence face au bombardement informationnel incohérent. Cette énergie dépensée en pure défense est de l'énergie volée à la vie, à la joie, à la croissance. La troisième strate, la plus personnelle et la plus chargée d'affect, est celle des toxines émotionnelles cristallisées. Ici, nous quittons le domaine de l'exogène pur pour entrer dans celui de l'autoproduction. Une émotion n'est pas un événement purement mental ou psychologique. C'est un phénomène psychophysiologique complet. Une tempête biochimique, hormones, neurotransmetteurs, une activation neurologique spécifique, une modification de l'état énergétique global. Lorsqu'une émotion est pleinement vécue, exprimée, intégrée, la tempête se calme, la chimie se rééquilibre, l'énergie circule à nouveau. Mais lorsqu'une émotion est réprimée, niée, bloquée dans son expression naturelle, parce que socialement incorrecte, trop douloureuse à affronter, ou simplement parce que nous n'avons pas appris à l'accueillir, elle ne disparaît pas. Elle est mise en attente. Et cette mise en attente n'est pas un stockage passif. C'est une cristallisation. L'énergie de l'émotion, ne pouvant s'écouler, se fige. La colère rentrée devient une dureté dans les muscles de la mâchoire et des épaules. La peur non surmontée se dépose comme un froid dans la région des reins. La tristesse étouffée alourdit la poitrine et le diaphragme. La honte s'enfouit dans les tissus profonds du ventre. Chacune de ces émotions cristallisées forme ce qu'on pourrait appeler un complexe toxico-énergétique. Une structure semi-stable où une charge émotionnelle spécifique est intriquée avec un état de tension tissulaire localisé et une modification durable du champ énergétique dans cette zone. Ces complexes ne sont pas des métaphores, ce sont des réalités somatiques qui modifient la posture, entravent la circulation des fluides et de l'énergie et finissent par prédisposer à des pathologies organiques spécifiques. Ils agissent comme des aimants, attirant et fixant par résonance d'autres toxines matérielles et énergétiques, créant ainsi des nœuds de plus en plus denses et résistants dans le tissu de votre être. La quatrième strate, d'une profondeur vertigineuse, est celle des mémoires cellulaires et transgénérationnelles. Vos cellules ne sont pas des unités vivantes isolées, elles sont les dépositaires d'une mémoire immense. Une partie de cette mémoire est propre à votre histoire personnelle. Chaque choc physique, chaque traumatisme émotionnel, chaque période de stress intense laisse une empreinte dans le comportement et même dans l'expression génétique de vos cellules. C'est le domaine fascinant de l'épigénétique, qui montre comment l'expérience vécue peut marquer votre ADN sans en changer la séquence, influençant ainsi quels gènes s'expriment ou restent silencieux. Mais au-delà de votre propre vie, vos cellules portent également les échos des mémoires de vos lignées, les traces énergétiques de traumatismes, de secrets, de schémas répétitifs vécus par vos ancêtres.
Ces mémoires ne sont pas stockées comme des récits, mais comme des patterns informationnels gelés, des programmes réactionnels en attente. Une peur ancestrale de la famine peut se manifester par une intrication particulière avec la nourriture et le métabolisme. Un traumatisme de guerre non résolu chez un aïeul peut laisser une empreinte de vigilance et d'anxiété dans le système nerveux des descendants. Ces mémoires forment une couche archéologique particulièrement profonde et souvent inconsciente de la toxicité. Elles agissent comme des filtres déformants à travers lesquels vous percevez et réagissez au monde, vous poussant à répéter des schémas qui ne vous appartiennent pas en propre, mais dont vous héritez la charge énergétique. Désintriquer ces mémoires est un travail de libération qui va bien au-delà de l'individu pour toucher à la guérison de la lignée elle-même. La cinquième et dernière strate que nous évoquerons ici est la plus abstraite, mais peut-être la plus fondamentale. L'accumulation des identifications mentales et des croyances limitantes. Ce que vous croyez être, vos étiquettes, vos rôles, vos histoires sur vous-même, n'est pas sans effet sur votre biologie. Une croyance telle que « je suis fragile »,« je mérite d'être malade »,« le monde est dangereux » ou « je dois tout contrôler » n'est pas une pensée anodine. C'est une structure informationnelle puissante qui, répétée et renforcée, finit par s'intriquer au champ quantique corporel et par organiser la biologie en conséquence. Le corps, en bon serviteur, se met au service du programme directeur. La croyance en la fragilité peut affaiblir le système immunitaire. La conviction d'un monde dangereux peut maintenir le système nerveux sympathique en alerte permanente, épuisant les surrénales. Ces identifications forment une coquille informationnelle rigide, une sorte de matrice invisible qui contraint l'expression libre de la vie à l'intérieur de vous. Elles sont la toxine la plus insidieuse, car elle est auto-générée et auto-entretenue par le dialogue mental interne. Leur nettoyage ne passe pas par une substance chélatrice, mais par un travail de désidentification, de prise de conscience et de réinformation délibérée du champ de conscience lui-même. Cette archéologie toxique nous révèle donc une vérité essentielle. La pollution dont nous souffrons est un phénomène multistrate et intriqué. Une toxine matérielle, un métal lourd, peut se loger préférentiellement dans un tissu déjà affaibli par une émotion cristallisée, la peur logée dans les reins. Cet ensemble peut ensuite servir de point d'ancrage pour une mémoire transgénérationnelle liée à l'empoisonnement ou à la trahison. Le tout est enveloppé et maintenu en place par une croyance limitante. Je ne suis pas en sécurité. Le nettoyage quantique véritable doit donc être capable d'agir de manière holistique et simultanée sur toutes ces strates. Il ne suffit pas de chélater un métal si on ne libère pas en parallèle l'émotion qui l'a attiré et retenu. Il ne suffit pas de travailler sur une mémoire ancestrale si on continue à nourrir la croyance qui lui donne pouvoir. C'est à cette compréhension intégrale de l'accumulation que nous devons parvenir avant d'envisager les techniques de libération. Car le but n'est pas de rendre le site archéologique stérile, mais de le libérer de ces stranges intrus pour qu'il puisse révéler enfin sa vérité et sa beauté originelle, un champ de conscience pure incarné dans une forme parfaitement accordée à sa vibration essentielle. Les émotions cristallisées. Nous plongeons maintenant dans la strate peut-être la plus personnelle et la plus transformable de notre archéologie toxique, le territoire mystérieux où les émotions, ces mouvements naturels de l'âme, se figent et se transforment en matière. Le concept d'émotion cristallisée n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité psychosomatique observable, mesurable, et dont les conséquences sculptent littéralement la géographie de notre corps et la trajectoire de notre santé. Une émotion est à l'origine une énergie en mouvement. Le terme lui-même vient du latin emovere, mouvoir hors d'eux. C'est une vague d'informations psychophysiologiques destinée à traverser le système conscient pour nous informer sur notre relation au monde, puis à se dissiper, laissant place à l'expérience suivante. Pourtant, dans notre condition humaine, combien de ces vagues sont-elles autorisées à accomplir leur cycle naturel? Combien, au contraire, sont-elles retenues, bloquées, déniées ou simplement ignorées? Chacune de ces émotions interrompues ne disparaît pas. Elle suit un parcours alternatif, une voie de garage somatique où, privée de son expression et de son écoulement naturel, elle perd sa fluidité, se condense
et finit par se cristalliser. Cette cristallisation est un processus alchimique inversé, où le subtil devient dense, où l'informel prend forme, où l'énergie libre se transforme en structure contrainte à l'intérieur même de notre organisme. Comprendre ce processus, c'est découvrir comment nous devenons, littéralement, les architectes involontaires de notre propre prison cellulaire, et comment, inversement, nous pouvons en devenir les libérateurs conscients. Le mécanisme de la cristallisation émotionnelle commence au moment précis où une émotion rencontre une résistance. Cette résistance peut prendre plusieurs visages. Un interdit social, un homme ne pleure pas, une peur de la vulnérabilité. Si je montre ma colère, je serai rejeté. Une surcharge du système. Je n'ai pas le temps de ressentir cela maintenant. Ou simplement l'absence d'un langage pour nommer et donc canaliser ce qui est éprouvé. À cet instant de blocage, quelque chose de fondamental se produit dans l'économie énergétique du corps. L'onde émotionnelle, qui devait se propager et se dissiper, se heurte à une barrière. Son énergie cinétique ne pouvant plus avancer, elle commence à tourner sur elle-même, créant un vortex localisé. Neurochimiquement, ce blocage correspond à la persistance anormale de certains neurotransmetteurs et hormones de stress, cortisol, adrénaline, dans des synapses et des tissus spécifiques, au lieu d'être recyclés ou métabolisés. Énergétiquement, cela crée ce qu'on pourrait appeler un nœud informationnel, un point de haute densité dans le champ énergétique corporel où l'information émotion non résolue est piégée dans une boucle de rétroaction fermée. Ce nœud n'est pas statique, il est actif. Il émet une signature vibratoire spécifique, une fréquence basse et discordante qui commence à interférer avec les communications cellulaires environnantes. Vient ensuite la phase de condensation et de sédimentation. L'émotion piégée, maintenue dans cet état de tension stationnaire, commence à attirer à elle des éléments matériels qui vibrent sur une fréquence similaire. C'est ici que le pont entre le psychique et le somatique se construit de la manière la plus concrète. Le champ de stress localisé modifie le pH des tissus, créant un terrain acide propice à l'inflammation. Il altère le flux des fluides interstitiels, ralentissant l'apport d'oxygène et l'évacuation des déchets. Dans cet environnement appauvri et acidifié, les cellules changent de comportement. Les fibroblastes, cellules du tissu conjonctif, peuvent se mettre à produire un collagène plus rigide et désorganisé, créant ce que les ostéopathes appellent des zones de fixation. Les fibres musculaires, maintenues dans un état de contraction subliminale par l'influx nerveux constant de l'émotion figée, développent des points de tension chronique, les fameux trigger points, qui sont autant de petites forteresses de douleur et de raideur. Des micro-dépôts de calcium peuvent même se former, littéralement pétrifiant la zone. L'émotion a désormais une adresse physique. La colère réprimée trouve souvent son domicile dans les trapèzes et les muscles masséters, mâchoires, créant cette carrure caractéristique des épaules remontées vers les oreilles et ce grincement de dents nocturnes. La peur chronique s'installe dans le psoas, ce muscle profond qui relie le buste aux jambes et qui, chez les animaux, est le premier à se contracter pour la fuite ou le combat. Chez l'humain moderne qui ne fuit plus, la contraction devient permanente, tirant le bassin en avant et comprimant les organes du bas-ventre. La tristesse non pleurée s'accumule dans la poitrine, affaiblissant le diaphragme, limitant la respiration profonde et donnant cette sensation d'oppression et de lourdeur thoracique. Mais la cristallisation ne s'arrête pas aux tissus conjonctifs et musculaires. Elle atteint le niveau organique, influençant la fonction même de nos viscères. La médecine traditionnelle chinoise et d'autres systèmes de médecine énergétique ont depuis longtemps cartographié ces correspondances. Et la psychoneuroimmunologie moderne leur donne aujourd'hui un éclairage scientifique. Le foie, organe de filtration et de transformation, est souvent le réceptacle de la colère et de la frustration cristallisée, ce qui peut à terme perturber ses fonctions détoxifiantes et se manifester par des troubles digestifs ou une amertume chronique. Les reins, associés à la peur fondamentale et à la vitalité essentielle, peuvent voir leur énergie épuisée par des angoisses anciennes, affectant tout le système énergétique. L'estomac et la rate,
siège de l'inquiétude et du ressassement, peuvent développer des pathologies quand les soucis ne sont pas digérés psychiquement. Ces organes ne sont pas des victimes passives, ce sont des partenaires intimes de notre vie émotionnelle et leur état reflète directement la qualité de ce que nous y déposons. Une émotion cristallisée dans la zone d'un organe agit comme un programme informatique erroné qui en perturbe le fonctionnement optimal, le forçant à travailler en mode survie plutôt qu'en mode régénération. La dimension temporelle de ces cristallisations est capitale. Une émotion cristallisée n'est pas un événement ponctuel, figé dans l'ambre. C'est une entité vivante dans le paysage somatique, une structure qui évolue. Avec le temps, si elle n'est pas libérée, elle tend à croître, à se complexifier et à attirer à elle d'autres expériences de même nature. C'est le principe de la résonance morphique appliquée au corps. Une peur cristallisée dans le plexus solaire deviendra un aimant pour de nouvelles situations anxiogènes car elle filtre la perception et attire les circonstances qui confirment son postulat de base. Le monde est dangereux. La structure cristallisée agit comme une lentille déformante qui façonne à la fois notre expérience interne et notre réalité externe. De plus, ces cristallisations ont tendance à se connecter entre elles, formant des chaînes ou des réseaux de tension interdépendants. Une émotion de colère cristallisée dans la mâchoire peut être liée à une peur cristallisée dans le bassin via la chaîne musculaire antérieure, créant un schéma postural et comportemental cohérent mais limitant. Ces réseaux finissent par constituer une véritable armure caractérielle, concept développé par Wilhelm Reich, qui décrit comment les défenses psychiques se matérialisent en cuirasse musculaire chronique, limitant à la fois la mobilité du corps et la fluidité émotionnelle. Le langage du rêve offre une fenêtre fascinante sur ces émotions cristallisées. Dans l'état de sommeil, lorsque les défenses conscientes s'abaissent, le corps utilise souvent une symbolique directe pour signaler ces zones de cristallisation. Rêver de pierres qui pèsent sur la poitrine, de membres devenus de bois ou de pierre, d'être pris dans la glace, d'avoir la bouche cousue ou de devoir nettoyer des pièces encombrées d'objets lourds et poussiéreux. Tous ces motifs sont des représentations oniriques directes du processus de cristallisation somatique. Ces rêves ne sont pas à interpréter seulement psychologiquement. Ce sont des rapports d'état envoyés par la sagesse du corps, nous indiquant où et sous quelle forme l'énergie est bloquée. Ils constituent une cartographie précieuse pour qui sait les décoder, révélant non seulement l'emplacement des cristallisations, mais aussi parfois leur nature émotionnelle spécifique et même des indices sur la manière de les dissoudre. L'impact de ces émotions cristallisées sur la santé globale est systémique et profond. Premièrement, elles représentent une dépense énergétique massive. Maintenir ces contractions, ces tensions, ces programmes erronés en fonctionnement constant consomme une part substantielle de l'énergie vitale qui devrait être disponible pour la réparation, la régénération, la créativité et la joie. Deuxièmement, elles déforment l'architecture corporelle, créant des déséquilibres posturaux qui à leur tour compriment les nerfs, gênent la circulation et usent prématurément les articulations. Troisièmement, elles compromettent la fonction immunitaire. Le système immunitaire est étroitement lié au système nerveux et émotionnel. Un terrain chroniquement stressé par des émotions figées est un terrain en état d'alarme constante, ce qui peut mener à des réactions auto-immunes. Le système s'attaque au corps, faute de pouvoir résoudre la tension interne, ou à un effondrement des défenses. Enfin, et c'est peut-être le plus subtil, elle limite radicalement notre champ d'expérience et notre potentiel d'être. Une personne dont la peur est cristallisée dans le bassin aura du mal à se sentir ancrée et en sécurité, limitant son audace dans la vie. Une personne dont la tristesse alourdit le cœur aura du mal à ressentir et à exprimer la joie pleinement. Nous devenons littéralement prisonniers de la forme que nos émotions non libérées ont sculptée. Face à cette réalité, le désespoir n'a pourtant pas sa place. Car si le processus de cristallisation est puissant, il est aussi réversible. La structure cristallisée, bien que dense, n'est pas de la nature de la roche ignée définitivement solidifiée. Elle est plus comparable à de la glace, de l'eau, l'émotion fluide, qui a pris un état solide sous l'effet du froid, la répression,
la négation. La clé de la libération est donc le réchauffement, non pas physique, mais psycho-énergétique. Il s'agit de réappliquer à la zone cristallisée les conditions qui permettent le retour à l'état fluide. La chaleur de l'attention consciente et bienveillante, la lumière de la compréhension et le mouvement délicat de l'expression permise. La dissolution d'une émotion cristallisée n'est pas un événement violent, mais un dégel progressif. Elle passe par la reconnaissance « Ah, voilà où est ce que j'ai enfermé », l'accueil. Je permets à cette sensation d'être là sans la juger. Et finalement, la réintégration de l'énergie figée dans le flux global de la vie. Ce processus peut être initié et soutenu par de nombreuses pratiques, le travail corporel conscient, certaines formes de thérapie, la méditation de pleine conscience orientée vers le corps, le rêve lucide, ou simplement une présence à soi-même profondément compatissante. Chaque fois qu'une émotion cristallisée est dissoute, c'est une quantité d'énergie vitale qui est restituée au système, une liberté de mouvement qui est retrouvée et une part de notre histoire personnelle qui cesse de peser sur notre présent pour être enfin intégrée au grand récit fluide de notre être. Nous ne nous débarrassons pas de ces émotions, nous les transformons. Nous ne détruisons pas la cristallisation, nous la ramenons à son état originel d'eau vive, capable désormais de nourrir notre jardin intérieur au lieu de le geler. Le poids des mémoires. Nous descendons maintenant dans une strate plus profonde et plus ancienne de notre archéologie intérieure, le royaume des souvenirs qui ont cessé d'être de simples images mentales pour devenir une charge tangible, un poids énergétique incorporé dans la substance même de nos cellules. Le poids des mémoires ne fait pas référence à la nostalgie ou aux souvenirs volontaires, mais à ces enregistrements mnésiques qui, parce qu'ils n'ont jamais été pleinement traités, intégrés ou libérés, se sont gravés non seulement dans les circuits neuronaux de notre cerveau, mais dans le protoplasme vivant de tout notre corps. Ces mémoires ne sont pas stockées, elles sont incarnées, elles ne sont pas rappelées, elles sont revécues sous forme de symptômes, de sensations, de postures et de maladies. Chaque cellule de votre être est un être vivant, doué d'une conscience élémentaire et d'une capacité à enregistrer l'information. Lorsqu'un événement, surtout s'il est chargé émotionnellement, traumatique ou simplement répétitif, dépasse la capacité de votre système nerveux central à le traiter dans l'instant, l'information excédentaire se déverse dans le corps, cherchant un réceptacle dans la chair, les organes, les fascias, les os. Là, elle se condense en une mémoire cellulaire, un pattern informationnel figé qui modifie le comportement, la chimie et même la structure des cellules concernées, créant ainsi un héritage somatique silencieux qui pèse sur votre présent bien plus lourdement que vous ne l'imaginez. Le mécanisme de l'incorporation mnésique commence au moment où l'expérience dépasse le seuil d'intégration consciente. Le cerveau, avec son cortex préfrontal siège de la logique et de la narration, a une capacité limitée à donner du sens en temps réel aux événements, surtout s'ils sont soudains, violents ou émotionnellement saturés. Lorsque cela arrive, un système de secours archaïque, hérité de nos ancêtres mammifères, entre en jeu. L'amygdale, centre de la peur et de l'alerte, déclenche une réponse de stress intense qui inonde le corps de cortisol et d'adrénaline. Dans le même temps, pour éviter la surcharge, l'hippocampe, le chef d'orchestre de la consolidation de la mémoire à long terme, voit temporairement son activité réduite. Le résultat est une mémoire fragmentée, disloquée, qui ne parvient pas à se former en un récit cohérent et placé dans la chronologie autobiographique. Ces fragments, au lieu d'être rangés dans les tiroirs organisés du cortex, sont déversés tels quels, sous forme brute et sensorielle, dans le système corporel tout entier. L'image visuelle de l'événement peut s'imprimer dans la tension des muscles oculaires. Le son peut se loger dans la crispation des muscles de l'oreille interne et du cou. L'odeur se fige dans les récepteurs olfactifs et le système limbique. La sensation de toucher ou de douleur se grave dans la peau et les tissus sous-cutanés à l'endroit exact où elle a été ressentie. L'émotion écrasante, quant à elle, se diffuse comme un colorant dans le liquide interstitiel, imprégnant toutes les cellules baignant dans ce bain biochimique modifié.
La mémoire n'est plus un fichier dans un ordinateur. C'est une modification permanente du terrain cellulaire. Ces mémoires incorporées deviennent alors des entités informationnelles semi-autonomes au sein de l'organisme. Elles possèdent leur propre signature vibratoire, une fréquence spécifique qui correspond à l'événement originel. Cette fréquence entre en résonance avec certains tissus, certaines fonctions organiques, certains points d'acupuncture ou de méridiens, créant des zones de préférence mnésique. Un traumatisme lié à une sensation d'étouffement ou de parole interdite pourra ainsi s'ancrer préférentiellement dans la gorge, la thyroïde et les muscles cervicaux. Un choc lié à la trahison ou à l'abandon pourra se loger dans la région du cœur et du plexus solaire. Une expérience de perte de soutien ou de chute pourra s'incruster dans le bas du dos et les membres inférieurs. Ces mémoires ne sont pas inertes, elles sont réactives. Elles s'activent en réponse à des déclencheurs, un son, une odeur, une situation, un mot, qui rappellent même de loin l'événement originel. Lorsqu'elles s'activent, elles ne produisent pas nécessairement un souvenir clair. Elles produisent une réviviscence somatique, une répétition à l'identique des sensations physiques, des modifications physiologiques et des états émotionnels de l'événement passé, mais sans le contexte narratif qui permettrait de les comprendre. La personne ressent soudain une tachycardie, une transpiration froide, une tension musculaire spécifique, une nausée ou une vague de terreur inexpliquée. Son corps revit le passé, mais son esprit, coupé de la mémoire explicite, ne comprend pas ce qui lui arrive. Cette dissociation entre le corps qui se souvient et l'esprit qui ignore est au cœur de nombreuses souffrances chroniques et de nombreux symptômes inexpliqués. Le poids de ces mémoires s'exerce à plusieurs niveaux. Au niveau structural, elle déforme littéralement le corps. Une mémoire de repli et de protection, par exemple, peut maintenir en permanence une posture voûtée, les épaules enroulées vers l'avant, le sternum enfoncé. Avec le temps, cette posture modifie l'équilibre des tensions faciales, comprime les organes thoraciques, restreint la respiration et finit par être gravée dans la morphologie osseuse elle-même. Le corps se sculpte autour du souvenir, devenant l'architecture visible de l'histoire invisible qu'il porte. Au niveau fonctionnel, les mémoires agissent comme des programmes parasites qui court-circuitent les fonctions biologiques normales. Une mémoire de danger constant peut maintenir le système nerveux sympathique en alerte permanente, épuisant les surrénales, perturbant le sommeil et la digestion, et créant un état d'épuisement chronique. Une mémoire d'impuissance peut inhiber les systèmes de réparation et de régénération, ralentissant la guérison des blessures et affaiblissant la réponse immunitaire. Les cellules, baignant dans le champ informationnel de la mémoire traumatique, reçoivent en permanence le message « Le danger est présent », priorité à la survie immédiate, pas à la croissance ou à la réparation à long terme. Le corps entre en mode de conservation d'urgence, sacrifiant la vitalité et la santé future pour une vigilance stérile. La dimension transgénérationnelle ajoute une profondeur vertigineuse à ce poids des mémoires. Les recherches en épigénétique ont montré que les expériences traumatiques vécues par nos ancêtres peuvent laisser des marques chimiques sur leur ADN, des groupements méthyl qui modulent l'expression des gènes, et que certaines de ces marques peuvent être transmises aux générations suivantes. Mais au-delà de cette transmission chimique, il existe ce que les traditions et la psychogénéalogie appellent la mémoire fantôme ou la loyauté invisible. Il s'agit de patterns émotionnels, de schémas de comportement, de destins répétitifs, voire de symptômes physiques qui semblent traverser les générations sans raison apparente, comme si une mémoire non résolue cherchait à être enfin reconnue et libérée à travers les corps des descendants. Un petit-fils peut développer une anxiété respiratoire inexplicable, découvrant des décennies plus tard que son grand-père est mort étouffé dans une mine. Une femme peut répéter des schémas d'abandon amoureux, identiques à ceux de sa mère et de sa grand-mère. Ces mémoires ne sont pas dans l'air du temps familial. Elles sont littéralement inscrites dans le champ énergétique et informationnel de la lignée, et chaque nouveau-né s'intrique à ce champ en héritant, avec l'ADN, une partie de son paysage mnésique non conscient. Porter ces mémoires, c'est souvent porter un fardeau qui n'est pas le sien,
mais dont on ressent le poids dans son propre corps et son propre destin. Le sommeil et les rêves sont des terrains d'expression privilégiés pour ces mémoires cellulaires. Lorsque la conscience diurne et ses défenses s'estompent, le corps profite de l'état de plasticité neuronale et cellulaire accrue pour tenter de retraiter ces informations figées. Les rêves récurrents, ces scénarios qui reviennent nuit après nuit avec des variations mineures, sont souvent des tentatives de l'organisme pour rejouer une mémoire traumatique dans l'espoir de trouver une issue nouvelle, une résolution que la réalité passée n'a pas permise. Un rêve répété de poursuite peut correspondre à une mémoire corporelle de fuite impossible. Un rêve de chute sans fin peut être l'écho d'une mémoire de perte de soutien ou d'effondrement. Parfois, les rêves ne sont même pas narratifs, ils sont purement somatiques. Rêver de ressentir une douleur précise, une sensation de froid ou de brûlure localisée, une lourdeur sur la poitrine. Ces rêves sont des messages directs du corps, des rapports d'état qui indiquent clairement où et sous quelle forme une mémoire est stockée. Ils constituent une cartographie précieuse pour qui apprend à les écouter, révélant non seulement l'emplacement des charges mnésiques, mais aussi leur nature sensorielle et émotionnelle exacte. Le processus de libération de ces mémoires est délicat et profond. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de le désincarner, de le transformer d'une charge statique et paralysante en une simple histoire intégrée au flux de la vie. Cette transformation passe nécessairement par le corps, car c'est dans le corps que la mémoire est logée. Les approches purement verbales et analytiques atteignent ici leurs limites. Elles peuvent donner un contexte et un sens, mais elles ne parviennent souvent pas à déloger la mémoire de sa niche somatique. La libération véritable nécessite de réaccéder à la mémoire sous sa forme sensorielle originelle, dans un contexte de sécurité absolue. Cela peut se faire par des approches somatiques, comme le somatic experiencing, certaines formes de yoga thérapeutique, le travail sur les rêves corporels ou des techniques de méditation de pleine conscience ancrées dans les sensations. L'objectif est de permettre au système nerveux de compléter la réponse motrice qui a été bloquée au moment du trauma, la fuite, le combat, le cri, et de décharger l'énergie figée. Lorsque cela se produit, on observe souvent des phénomènes involontaires de libération, tremblements, pleurs, chaleur, mouvements spontanés, bâillements. Ce sont les signes que la mémoire est en train de quitter son état cristallisé dans les tissus pour être retraitée et intégrée par le système nerveux. Le rôle de la conscience et de l'intention dans ce processus est capital. La conscience bienveillante et non réactive agit comme un solvant universel sur ces mémoires figées. En portant une attention douce et persistante à la sensation corporelle liée à une mémoire, sans chercher à la changer ou à la fuir, on modifie son statut informationnel. On passe de la reviviscence involontaire et traumatique à l'observation consciente et sécurisée. Ce changement de perspective brise la boucle de rétroaction fermée dans laquelle la mémoire était piégée. L'intention de libération, quant à elle, oriente les ressources de l'organisme vers ce travail de digestion mnésique. Formulée clairement avant le sommeil ou pendant la méditation, l'intention que le corps libère les mémoires qui ne lui appartiennent plus ou qui l'alourdissent, c'est programmer le système d'auto-guérison pour qu'il priorise ce travail pendant les états de réceptivité accrue. Alléger le poids des mémoires est donc un travail de récupération de soi. C'est retirer, couche après couche, les dépôts du passé qui obscurcissent et alourdissent la vitalité du présent. Chaque mémoire libérée n'est pas un vide créé, mais un espace retrouvé. Un espace où la vie peut circuler librement, où les cellules peuvent fonctionner selon leur pleine intelligence, où le corps cesse d'être un musée des blessures pour redevenir un temple du moment présent. Ce travail n'efface pas l'histoire. Il la transforme d'un poids mort en une simple texture dans la riche tapisserie de l'être. Il nous apprend que nous ne sommes pas condamnés à être les conservateurs des douleurs de nos ancêtres ou les prisonniers de nos propres chocs passés. Nous pouvons en être les alchimistes, transformant le plomb des souvenirs pétrifiés en l'or d'une présence libre et légère, incarnée dans un corps qui, enfin, n'appartient plus qu'à la vie qui le traverse ici et maintenant. La physique du nettoyage quantique.
Nous quittons maintenant l'observation phénoménologique pour entrer dans le cœur théorique de notre exploration. Les principes physiques fondamentaux qui rendent possible le nettoyage quantique. Si notre corps est un système quantique complexe où se sont intriqués des éléments toxiques, émotionnels et mémoriels, alors leur libération ne peut pas être un simple processus chimique ou mécanique. Elle doit être comprise comme un phénomène quantique à part entière, relevant des lois qui gouvernent l'information, l'intrication et la décohérence à l'échelle fondamentale de la réalité. La physique du nettoyage quantique est la science de la désintrication et de l'effacement informationnel. Elle postule que ce que nous appelons toxine, émotion cristallisée ou mémoire n'est pas d'abord une substance chimique ou une tension tissulaire, mais un état d'intrication informationnelle spécifique entre le champ quantique corporel originel, cohérent et sain, et des patterns informationnels dissonants. Le nettoyage consiste donc à inverser ce processus, à désintriquer le système, à effacer l'information indésirable du champ et à restaurer la cohérence et la pureté vibrationnelle de l'ensemble. Pour saisir cela, nous devons nous familiariser avec 3 concepts quantiques clés appliqués à la biologie consciente: l'intrication informationnelle, la décohérence induite et l'effacement quantique par mesure douce. Le premier principe est celui de l'intrication informationnelle comme fondement de la toxicité. En physique quantique, l'intrication décrit un état où 2 particules ou 2 systèmes ayant interagi deviennent si profondément liés qu'on ne peut plus décrire l'état de l'un sans faire référence à l'état de l'autre, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare. Ils forment un système unique. Transposé à notre modèle, votre corps sain et cohérent, le système A, entre en interaction avec un agent, une molécule toxique, porteuse d'une information chimique étrangère, une onde émotionnelle intense et non intégrée, information affective brute, ou un champ énergétique perturbateur, information électromagnétique. Lorsque cet agent n'est pas immédiatement traité et éliminé par les processus biologiques normaux, une intrication se crée. L'information de l'agent, sa signature vibrationnelle, son pattern, devient liée au champ informationnel de votre corps. Ils ne sont plus séparés. Ils forment un système combiné corps-toxine ou corps-émotion figée. C'est cet état combiné qui constitue la base quantique de ce que nous percevons ensuite comme symptômes, tensions ou maladies. La toxine n'est plus un objet étranger à l'intérieur d'un corps. Elle est une partie intriquée du système corps-objet. L'émotion n'est plus un événement psychique. Elle est une qualité intriquée du champ corporel global. C'est pourquoi les approches purement mécaniques, chirurgie pour enlever, diurétique pour évacuer, échouent souvent à apporter une guérison durable. Elles peuvent retirer l'agent matériel, mais elles ne désintriquent pas nécessairement l'information qui est déjà fusionnée avec le système biologique. Le processus de nettoyage quantique opère donc par désintrication volontaire. En physique, désintriquer 2 systèmes signifie briser les corrélations quantiques qui les lient pour qu'ils redeviennent des entités séparées et indépendantes. C'est un processus délicat, car une mesure brutale, une observation forte, peut simplement effondrer le système dans un état classique, souvent en renforçant l'un des états au détriment de l'autre. La désintrication réussie nécessite une intervention subtile qui démêle les fils informationnels sans perturber violemment l'ensemble. Dans notre contexte, cela correspond à l'application d'une conscience témoin focalisée et non réactive. Cette conscience n'est pas une force qui pousse ou tire, c'est une présence qui observe et par le simple fait d'une observation soutenue et détachée, modifie les conditions de cohérence du système intriqué. Comment cela fonctionne-t-il? La conscience humaine, selon plusieurs interprétations de la mécanique quantique, comme celle de von Neumann-Wigner, n'est pas un épiphénomène du cerveau, mais un facteur fondamental dans l'effondrement de la fonction d'onde. Une conscience focalisée de manière stable et non émotionnelle sur un état intriqué, par exemple la sensation d'une émotion cristallisée dans l'épaule, agit comme un appareil de mesure douce. Elle ne force pas l'effondrement dans l'état douleur ou l'état non-douleur.
Au contraire, par sa stabilité même, elle introduit une nouvelle cohérence dans le système. Le pattern informationnel dissonant, la douleur, la tension, qui ne peut plus exister de manière cohérente sous le regard stable de la conscience témoin, commence à se désintriquer. Il perd progressivement sa corrélation avec le champ corporel. L'énergie informationnelle qui le maintenait lié au système se dissipe, et l'agent, l'émotion, la mémoire, peut alors être relâché, non pas expulsé par la force, mais simplement laissé à lui-même, redevenu étranger et donc naturellement évacué par les processus biologiques normaux. Le deuxième principe majeur est celui de l'effacement quantique par interférence destructive d'ondes de probabilité. L'une des expériences les plus célèbres de la physique quantique est celle des fentes de Young, qui démontre la nature ondulatoire des particules. Lorsqu'on envoie des électrons un par un vers une barrière à deux fentes, ils forment sur l'écran derrière une figure d'interférence, des bandes claires et sombres, prouvant que chaque électron est passé par les deux fentes simultanément, en superposition, et est interféré avec lui-même. Si l'on essaie de mesurer par quelle fente passe l'électron, la figure d'interférence disparaît. L'électron se comporte comme une particule, mais des expériences d'effacement quantique montrent que si l'on capture cette information de quel chemin, puis qu'on la détruit de manière irréversible avant qu'elle n'atteigne la conscience d'un observateur, la figure d'interférence réapparaît. L'information sur le chemin emprunté a été effacée, permettant le retour à l'état de superposition ondulatoire. Appliqué au nettoyage, ce principe est révolutionnaire. Les mémoires traumatiques, les émotions cristallisées, sont des enregistrements de chemins figés. Elles représentent l'information. L'événement X est arrivé et la réponse fut Y, la peur, la contraction. Cette information est gravée dans le champ corporel et le maintient dans un état classique, figé, sans interférence possible, c'est-à-dire sans possibilité de nouvelles réponses créatives. Le nettoyage quantique, à travers des états comme le sommeil profond, la méditation θ ou le rêve lucide, peut opérer un effacement de cette information de chemin. Comment ? En permettant au système de revisiter l'événement dans un état de superposition quantique, par le symbolisme du rêve par exemple, où tous les chemins possibles sont à nouveau ouverts, la fuite, le combat, la résolution, le pardon. Puis, en laissant le système choisir un nouveau chemin, effaçant ainsi l'ancien enregistrement. Le traumatisme n'est pas oublié. L'information sur le chemin unique de la souffrance est effacée et le potentiel quantique de l'événement est restauré, permettant une réintégration sous une forme non pathologique. Le troisième pilier est la restauration de la cohérence globale par réduction de l'entropie informationnelle. Un système quantique pur, comme un condensat de Bose-Einstein, est caractérisé par une cohérence parfaite. Toutes ses parties vibrent à l'unisson. La santé parfaite, dans ce modèle, serait un état de haute cohérence du champ corporel quantique. Les toxines, les émotions figées, les mémoires, agissent comme des sources de décohérence. Elles introduisent du bruit, de l'aléatoire, de l'entropie informationnelle dans le système, le faisant basculer du régime quantique cohérent, où les états de superposition et les interférences sont possibles, vers le régime classique incohérent, où tout est figé et déterminé. Le symptôme, la maladie, la rigidité sont des états classiques. Le nettoyage quantique est donc un processus de recohérence. Il passe par l'introduction dans le système de sources d'ordre informationnel pur, la conscience focalisée, l'intention claire, certaines fréquences sonores ou lumineuses cohérentes, comme les lasers, les états d'amour inconditionnel, qui sont des états émotionnels de très basse entropie, peuvent servir de pompe à cohérence. Ils inondent le système désordonné avec un signal cohérent, puissant. Par un phénomène analogue à la synchronisation de phases en physique, les éléments dissonants du système sont soit expulsés, car ils ne peuvent vibrer en phase, soit réaccordés sur la fréquence dominante de cohérence. C'est le principe derrière l'effet dit d'harmonisation ou de guérison par résonance. Il ne s'agit pas de tuer un pathogène, mais de rendre l'environnement quantique tellement cohérent et ordonné que le pathogène informationnel ne peut plus y maintenir sa structure dissonante. Il se dissout, littéralement, par manque de résonance avec son environnement. Le rôle spécifique du sommeil dans ce processus
est capital et s'explique par ce cadre physique. Pendant le sommeil paradoxal, REM, le cerveau produit des ondes électriques qui sont remarquablement cohérentes et synchronisées sur de vastes régions, similaires à des états de cohérence quantique. Le corps est paralysé, réduisant au minimum les sources de bruit et de décohérence mécanique. Dans cet état, le système corps-esprit devient un laboratoire idéal pour la désintrication et l'effacement quantique. Les rêves, dans cette perspective, ne sont pas des fantaisies aléatoires, mais des processus calculatoires quantiques visant à résoudre des problèmes d'intrication informationnelle. Le scénario onirique est une tentative du système de rejouer un pattern intriqué problématique, un trauma, une peur, dans un espace protégé, le rêve, afin d'explorer d'autres voies, d'autres solutions, et d'effacer l'enregistrement informationnel figé par une nouvelle issue symbolique. C'est pourquoi un rêve récurrent cesse souvent une fois que la personne a, dans le rêve ou dans la vie éveillée, trouvé une nouvelle réponse au dilemme ancien. Le nettoyage quantique nocturne est donc un processus actif et intelligent d'auto-réparation informationnelle. Enfin, le concept de champ de point zéro, zero point field, offre la dimension la plus profonde. Ce champ, présent dans tout l'espace même au zéro absolu, est un océan d'énergie et d'information pure. Certaines théories, comme celle du physicien Erwin Laszlo, suggèrent que ce champ est le support de la mémoire et de la cohérence dans l'univers. Notre corps quantique serait en interaction constante avec ce champ. Les blocages, les toxines, les émotions figées correspondent à des obstructions locales dans ce couplage. Elles empêchent le libre flux d'informations et d'énergie cohérente entre le corps et le champ de point zéro. Les techniques de nettoyage les plus avancées, certaines méditations, les états de flot profond, les expériences de grâce pourraient agir en rétablissant ce couplage. En se mettant dans un état de réceptivité et d'ouverture totale, on permet au champ de point zéro de rincer le système, d'y imprimer un nouvel ordre de haut en bas, effaçant les patterns dissonants par la suprême cohérence d'un champ fondamental. Le corps n'est plus nettoyé de l'intérieur, mais régénéré de l'extérieur, par sa reconnexion à la matrice informationnelle parfaite de l'univers. Ainsi, la physique du nettoyage quantique nous dévoile un paysage où la guérison n'est plus une guerre contre des agents étrangers, mais une œuvre de réinformation et de réharmonisation. C'est un passage de l'état classique, figé et déterminé par le passé, la maladie, à l'état quantique, fluide, cohérent et riche de potentiel, la santé. Les techniques que nous explorerons ensuite ne sont que des méthodes pratiques pour appliquer ces principes de désintrication, d'effacement et de recohérence. Elles nous invitent à voir notre corps non comme une machine à réparer, mais comme un symphonie quantique à réaccorder, où chaque note dissonante peut être désintriquée du tout, effacée de la partition, et remplacée par la vibration pure de la vie consciente, libre de son passé et ouverte à son plein potentiel présent. Technique de purge vibratoire. Nous passons maintenant de la théorie à l'arsenal pratique, des principes quantiques aux méthodes concrètes que vous pouvez appliquer pour initier le processus de désintrication, d'effacement et de recohérence au sein de votre propre champ corporel. Les techniques de purge vibratoire ne sont pas des pratiques de force ou de violence envers le corps. Ce sont des méthodes de finesse, de résonance et d'intelligence informationnelle. Elles opèrent sur le postulat que ce qui est figé, qu'il s'agisse d'une toxine matérielle intriquée, d'une émotion cristallisée ou d'une mémoire somatique, est maintenu par une fréquence vibrationnelle spécifique, un pattern informationnel en boucle fermée. La purge consiste donc à introduire dans le système une fréquence correctrice, un signal cohérent ou une intention si puissante et si précise qu'elle brise la cohérence interne du pattern figé, permettant sa dissolution et sa réintégration dans le flux global. Ces méthodes exploitent les états de conscience modifiés, le pouvoir de l'intention focalisée, les propriétés de la matière elle-même et l'intelligence innée du corps pendant le sommeil pour opérer un nettoyage de l'intérieur vers l'extérieur, du subtil vers le dense. La première famille de techniques, et peut-être la plus fondamentale, repose sur l'intonation et la résonance sonore ciblée.
Le son n'est pas seulement une vibration de l'air, c'est une onde de pression qui traverse tous les miliques, y compris les tissus du corps, et qui possède une capacité unique à réorganiser la matière à un niveau informationnel profond. Le principe est celui de la résonance destructive. Chaque structure figée possède une fréquence de résonance naturelle. Si on lui envoie cette fréquence exacte, mais avec une amplitude et une pureté suffisantes, la structure entre en résonance forcée et peut se désintégrer. Dans notre contexte, il ne s'agit pas de faire exploser un organe, mais d'utiliser des sons spécifiques pour déverrouiller les patterns informationnels des cristallisations. La technique pratique consiste en une méditation préparatoire pour identifier la sensation ou la localisation de ce qui est figé. Ensuite, en état de relaxation profonde, on émet un son, souvent un bourdonnement, un chant de voyelles longues comme le AUM ou un hosh grave, ou l'utilisation d'instruments comme les bols tibétains accordés sur certaines fréquences, solfège sacré, 174 Hz pour la détoxication, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire, 199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire, 199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire, 199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire, 199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire, 199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 194 Hz pour la régénération cellulaire, 195 Hz pour la régénération cellulaire, 196 Hz pour la régénération cellulaire, 197 Hz pour la régénération cellulaire, 198 Hz pour la régénération cellulaire,
199 Hz pour la régénération cellulaire, 190 Hz pour la régénération cellulaire, 191 Hz pour la régénération cellulaire, 192 Hz pour la régénération cellulaire, 193 Hz pour la régénération cellulaire, 180 kHz, 285 Hz pour la régénération des tissus, 396 Hz pour la libération de la peur. En le dirigeant mentalement et sensoriellement vers la zone concernée. L'attention se porte non pas sur la force du son, mais sur sa qualité de pénétration et de résonance interne. On visualise littéralement le son comme un fluide lumineux vibrant qui traverse les tissus, atteignant le noyau de la cristallisation et le faisant vibrer à l'unisson jusqu'à ce que sa structure rigide se mette à fluctuer, à se désagréger en particules plus fines, prêtes à être évacuées. La clé est la persistance et la précision de l'intention couplée à la vibration, créant une onde stationnaire de guérison à l'intérieur du corps. La deuxième méthode, d'une puissance subtile mais immense, est la visualisation quantique de désintégration par la lumière cohérente. Ici, on utilise la faculté de l'esprit à générer des états cohérents d'informations pures, la lumière imaginaire, pour opérer un effacement quantique. La technique, souvent pratiquée en état hypnagogique, à l'endormissement ou en méditation profonde, suit un protocole précis. Après avoir établi un ancrage corporel et une respiration calme, on invite mentalement à apparaître une représentation symbolique de la charge à purger. Cela peut être une image de la toxine, une substance sombre, gluante, de l'émotion, un bloc de glace, une pierre, ou de la mémoire, un vieux film, un objet cassé. On observe ce symbole sans jugement, en notant sa taille, sa texture, sa couleur, sa localisation dans le corps-espace mental. Puis, on invoque une source de lumière pure, souvent visualisée comme un rayon laser d'une couleur spécifique, or pour la transformation, bleu saphir pour la purification, violet pour la transmutation. Cette lumière n'est pas vague, elle est dotée d'une intention informationnelle précise, désintégrer en préservant la santé du tissu, désintriquer les informations étrangères, effacer le pattern douloureux. Lentement, on dirige ce faisceau de lumière cohérente vers le symbole. La visualisation est cruciale. On ne voit pas la lumière brûler ou attaquer, mais pénétrer l'objet. Sous son influence, le symbole ne se brise pas de manière explosive. Il se met à vibrer à une fréquence de plus en plus haute, jusqu'à atteindre un point de résonance où sa forme définie se dissout en une nuée de particules lumineuses neutres. On observe alors ces particules être naturellement évacuées par le système de drainage du corps énergétique, visualisé souvent comme un réseau de lumière qui les emporte vers l'extérieur pour recyclage. Cette technique est une application directe du principe d'effacement quantique par observation cohérente. La conscience, à travers la lumière visualisée, agit comme un appareil de mesure qui force le système figé, le symbole, à se révéler sous sa forme quantique, particule, et à perdre son information classique liante, la forme figée. La troisième approche, plus corporelle mais non moins quantique, est la respiration oscillatoire et le mouvement intentionnel. Elle part du principe que ce qui est figé l'est aussi dans le flux énergétique et biomécanique. La purge s'opère alors en rétablissant un mouvement de va-et-vient, une oscillation qui décroche la charge de son ancrage tissulaire. La technique combine un pattern respiratoire spécifique et des micro-mouvements. En position allongée, on porte son attention sur la zone de fixation. Sur une longue inspiration, on visualise et on ressent une accumulation d'énergie lumineuse et fluide juste à la périphérie de la zone. Sur l'expiration, prolongée et douce, on n'évacue pas l'air brutalement, mais on l'utilise pour créer une pression oscillatoire interne. On imagine que le souffle qui sort crée une vague de succion, un vide doux qui attire vers l'extérieur les éléments figés. Simultanément, on peut initier un micro-mouvement infinitésimal dans la zone, pas un étirement, mais une simple intention de mouvement, une pulsation presque imperceptible. Ce couplage respiration-intention de mouvement crée une oscillation à basse fréquence dans le champ tissulaire.
Physiologiquement, cela modifie la pression interstitielle et peut déloger des dépôts. Énergétiquement, cela rompt la stagnation. L'analogie quantique est celle d'appliquer une force oscillante à un système lié, comme en résonance magnétique nucléaire, pour changer son état d'énergie. Après plusieurs cycles, on passe souvent à une phase de rinçage. On visualise un fluide doré ou une lumière neutre traversant la zone désormais mobilisée, emportant les résidus libérés. Cette méthode est particulièrement adaptée aux cristallisations anciennes et profondes, car elle opère avec une douceur et une persistance qui contournent les résistances du corps sans déclencher de réaction de défense. La quatrième technique, puissante et directement liée au cycle de sommeil, est la programmation onirique de purge. Elle consiste à utiliser l'état de sommeil paradoxal, où le cerveau est en haute cohérence et le corps en atonie, comme un laboratoire de traitement de l'information figée. Le protocole se déroule avant l'endormissement. Après une courte méditation de centrage, on formule une intention extrêmement claire et simple du type « Pendant mon sommeil cette nuit, mon intelligence corporelle va identifier et dissoudre par les moyens les plus appropriés la charge de stocker dans ». On évite les détails sur le comment, faisant confiance à la sagesse du corps. On peut ensuite visualiser brièvement un symbole de processus, un feu doux qui transforme sans brûler, une eau vive qui nettoie, un vent léger qui dissipe. Puis on s'endort en maintenant une sensation de confiance et d'abandon. Pendant la nuit, il est fréquent de faire des rêves actifs de nettoyage, rêver de prendre une douche puissante, de nettoyer une maison, de voir des scories se détacher de son corps, de transformer de la boue en terre fertile. Au réveil, il est capital de noter ses rêves et, surtout, de scanner les sensations corporelles. Une sensation de légèreté, de fraîcheur ou l'apparition transitoire de symptômes d'élimination léger, urine plus foncée, léger maux de tête, écoulement nasal, peuvent indiquer que le processus a opéré. Cette technique exploite directement la capacité du cerveau endormi à opérer des calculs quantiques de réorganisation informationnelle en parallèle, sans la censure du moi conscient. La cinquième méthode fait appel aux agents de purge informationnelle externe, en reconnaissant que certaines substances naturelles possèdent une signature vibrationnelle particulièrement adaptée à la désintrication. Il ne s'agit pas ici de leur composition chimique brute, mais de leur information de forme et de résonance. L'eau vivante structurée, certaines plantes dites dépuratives, comme le chardon-marie ou l'ortie, les argiles ou les huiles essentielles comme le citron ou le genévrier, ne fonctionnent pas seulement par leurs molécules. Selon ce modèle, elles portent dans leur champ quantique propre une information de flux, de purification et de réinitialisation. La technique consiste à les utiliser en conscience. Par exemple, en buvant un verre d'eau structurée, on prend un moment pour programmer l'eau par l'intention. Porte en toi l'information pour désintriquer et évacuer les charges qui alourdissent mon foie. On visualise ensuite l'eau, une fois bue, se diffuser non pas comme un liquide chimique, mais comme un champ informationnel cohérent qui parcourt le corps, recherchant par résonance les patterns à désintriquer et les lavant de leur information dissonante. De même, lors d'un bain avec des sels ou des huiles, on s'immerge avec l'intention que l'eau devient un champ de purge quantique, extrayant vers l'extérieur ce qui est figé. Cette approche respecte le principe d'action subtile et évite la violence des purges chimiques drastiques qui peuvent souvent retirer la substance mais laisser l'intrication informationnelle intacte. Enfin, la sixième technique, la plus avancée, est la méditation de désintrication du champ de point zéro. Elle vise à court-circuiter toutes les méthodes intermédiaires pour se reconnecter directement à la source de cohérence universelle et permettre un rinçage de haut en bas. Assis en posture méditative, après une longue préparation pour calmer le mental et le corps, on dirige son attention non plus vers une zone spécifique, mais vers la sensation du champ énergétique global. Puis, par l'intention, on ouvre un canal depuis le champ du point zéro, visualisé comme un ciel infini d'un blanc doré au-dessus de la tête, vers le centre du corps. On ne demande rien de spécifique. On se met simplement en état de réceptivité totale avec l'intention
que la cohérence parfaite du champ fondamental réaligne et purifie mon champ selon le plus haut schéma de santé. On reste dans cet état de réception silencieuse, permettant à la sensation d'un flux descendant de lumière-information de pénétrer chaque cellule. Souvent, des sensations de picotement, de chaleur douce ou de légers tremblements, signes de réorganisation énergétique, se produisent. Les cristallisations, exposées à ce champ de cohérence parfaite, perdent leur raison d'être. Comme des glaçons jetés dans un océan tiède, elles se dissolvent simplement par inadaptation à leur nouvel environnement. Cette pratique, bien que puissante, demande une capacité avancée à maintenir une intention claire sans effort et à tolérer des états de conscience expansifs. Ces techniques de purge vibratoire ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent et doivent souvent être combinées, en respectant toujours le rythme propre du corps. Leur dénominateur commun est le passage de la lutte à l'intelligence, de l'agression à la résonance. Elles nous enseignent que dissoudre ce qui est figé n'est pas une bataille, mais un réaccordage. Ce n'est pas détruire une partie de nous, mais libérer une énergie qui s'était perdue en chemin, lui permettant de retrouver sa place dans le flot symphonique de la vie. Chaque purge réussie est une réclamation de territoire intérieur, un retour à un état de plus grande liberté vibratoire, où le corps cesse d'être un archiviste compulsif du passé pour redevenir l'instrument sensible et résonnant du présent éternel. Les rêves détoxifiants. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire nocturne, où le nettoyage quantique opère de manière autonome, sophistiquée et profondément intelligente, le territoire des rêves détoxifiants. Pendant que votre conscience diurne se repose, votre psyché et votre biologie s'engagent dans un travail de purification d'une complexité et d'une efficacité qui dépassent toute technique volontaire. Ces rêves ne sont pas des divertissements aléatoires ou de simples reflets de la journée. Ce sont des processus actifs de retraitement, de désintrication et d'élimination des charges accumulées que l'état de veille, avec ses défenses et ses distractions, ne peut ni atteindre ni résoudre. Comprendre les rêves détoxifiants, c'est découvrir que chaque nuit, votre être descend dans son propre laboratoire alchimique pour y séparer l'or du plomb, l'information utile du résidu toxique, la mémoire intégrée du traumatisme figé. Ce chapitre explore les mécanismes par lesquels le sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, REM, orchestre ce nettoyage à multiples niveaux, biochimique, émotionnel, informationnel et énergétique, et comment nous pouvons apprendre à reconnaître, soutenir et amplifier ce processus inné de régénération nocturne. Le mécanisme fondamental des rêves détoxifiants s'enracine dans les changements neurophysiologiques radicaux qui caractérisent le sommeil paradoxal. Durant cette phase, le cerveau présente une activité électrique intense, similaire à l'éveil, mais le corps est plongé dans une atonie musculaire presque complète, paralysie sleep. Cette dissociation crée les conditions idéales pour un travail interne profond, sans interférence motrice. Neurochimiquement, le sommeil paradoxal est marqué par une augmentation spectaculaire de l'acétylcholine, un neurotransmetteur associé à l'apprentissage et à la plasticité synaptique, et une diminution drastique de la sérotonine et de la noradrénaline liée à la vigilance, au contrôle inhibiteur et à la stabilisation de l'humeur. Ce cocktail unique crée un état de haute plasticité cérébrale couplé à un relâchement des défenses psychiques. C'est dans cet état que le cerveau peut opérer ce que les neuroscientifiques appellent le replay et la consolidation sélective des souvenirs. Il rejoue les expériences de la journée, mais surtout, il retraite les expériences émotionnelles non résolues et les informations conflictuelles. Ce retraitement n'est pas une simple répétition. C'est un processus actif de réécriture informationnelle, où les associations neurales sont démontées et remontées, où les charges émotionnelles excessives sont découplées des souvenirs, et où les patterns inutiles ou nuisibles sont marqués pour être affaiblis puis effacés. Le rêve est la manifestation consciente de ce travail de réorganisation en profondeur. Au niveau le plus concret, le sommeil orchestre une détoxication biochimique et lymphatique accélérée. Pendant le sommeil profond, non REM,
le flux du liquide céphalo-rachidien à travers le cerveau augmente de façon spectaculaire, créant un effet de rinçage qui élimine les déchets métaboliques accumulés pendant la veille, comme les protéines bêta-amyloïdes associées aux maladies neurodégénératives. Ce nettoyage physique s'étend à tout le corps, les processus de réparation cellulaire, la synthèse de protéines de structure et l'élimination des cellules dysfonctionnelles, autophagie, sont considérablement amplifiés. Mais les rêves détoxifiants opèrent à un niveau bien plus subtil que cette purification physiologique de base. Ils s'attaquent aux toxines informationnelles, les patterns émotionnels cristallisés, les mémoires traumatiques non intégrées, les croyances limitantes gravées dans les circuits neuronaux. Ces éléments ne sont pas éliminés par un flux de liquide, mais par un processus de désintrication symbolique et narrative. Le scénario onirique fonctionne comme un espace de simulation sécurisé où ces éléments toxiques peuvent être mis en scène, manipulés, confrontés à des solutions alternatives et finalement neutralisés ou transformés. Les rêves détoxifiants suivent souvent des archétypes reconnaissables qui révèlent la nature du travail en cours. Les rêves d'évacuation et de nettoyage sont parmi les plus directs. Rêver de vomir une substance noire ou étrangère, d'avoir des selles abondantes et libératrices, de suer abondamment, de se laver longuement sous une douche ou dans une rivière, de nettoyer une maison sale ou encombrée. Ces rêves ne reflètent généralement pas un problème digestif physique, mais symbolisent l'élimination d'une charge émotionnelle ou psychique indigeste. La maison représente souvent le soi et ses pièces différentes aspects de la psyché ou du corps. Nettoyer des toilettes bouchées peut correspondre à libérer des émotions de honte ou de dégoût refoulé. Laver des vitres sales peut signifier clarifier sa perception d'une situation. Ces scénarios permettent à l'inconscient d'expérimenter la sensation psychosomatique de la libération, renforçant ainsi les voies neurales associées au lâcher-prise et à l'élimination saine. Les rêves de transformation et d'alchimie représentent une forme plus avancée de détoxication. Ici, la substance ou l'énergie toxique n'est pas simplement évacuée, mais transmutée en quelque chose de neutre, ou même de précieux. Rêver de voir des déchets se composter pour devenir de la terre fertile, de la rouille se transformer en or, du feu purifiant consumer des objets sans laisser de cendres, ou d'un animal venimeux dont on extrait le venin pour en faire un médicament. Ces rêves indiquent que le système psychique ne cherche pas seulement à se débarrasser d'un élément, mais à en récupérer l'énergie ou à en extraire la leçon essentielle avant de laisser partir la forme problématique. C'est le processus quantique d'effacement de l'information de chemin pathogène tout en préservant l'énergie potentielle de l'expérience. Ces rêves sont souvent accompagnés, au réveil, d'un sentiment de profonde paix ou de compréhension soudaine, signe que l'intégration a réussi. Les rêves de réparation et de chirurgie symbolique montrent le travail de nettoyage au niveau structurel. Rêver qu'un médecin opère une tumeur, qu'on se fait poser des prothèses lumineuses, que des ouvriers réparent les fondations d'une maison, ou que l'on retire soi-même des échardes, des vers ou des implants étrangers de son corps. Ces rêves pointent vers l'identification et l'excision de patterns psychiques ou de croyances profondément ancrées qui fonctionnent comme des corps étrangers dans l'économie psychique. La tumeur peut être une rancune ancienne, un secret toxique ou une identification destructive. Le fait que l'opération se passe généralement bien dans le rêve, même si elle est inquiétante, est crucial. Il montre que le système de guérison interne est compétent et que le processus, bien que profond, est sous contrôle. Ces rêves peuvent parfois précéder ou accompagner des guérisons physiques réelles, car la réparation du corps informationnel précède et guide souvent la réparation du corps physique. Un type de rêve particulièrement puissant est le rêve de purge ancestrale ou transgénérationnel. Ces rêves impliquent souvent des figures familiales décédées, des maisons ancestrales ou la découverte de caves ou de greniers familiaux remplis d'objets anciens, poussiéreux, parfois inquiétants. Nettoyer ces espaces, trier ces objets ou avoir des interactions pacificatrices avec les ancêtres dans le rêve représente un travail de désintrication des mémoires et des patterns hérités de la lignée.
C'est comme si le rêveur descendait dans le serveur familial de l'inconscient collectif pour y supprimer les fichiers corrompus ou obsolètes qui encombrent son propre système. Ces rêves peuvent avoir un impact transformationnel profond sur des problèmes récurrents qui semblaient inexplicables, car ils s'attaquent à la source de la programmation souvent bien avant la naissance du rêveur. Le mécanisme par lequel ces scénarios opèrent réellement un nettoyage est à la fois symbolique et neurologique. Lorsque vous rêvez que vous nettoyez une pièce sale, votre cerveau active les réseaux neuronaux associés à l'action de nettoyer, à la satisfaction de l'ordre restauré et au lâcher-prise. Ces activations créent des corrélats neuronaux positifs qui commencent à se superposer et à interférer avec les patterns neuronaux du désordre psychique, l'émotion refoulée, la confusion, le conflit non résolu. Par un phénomène de plasticité dépendante de l'activité, le cerveau renforce les nouvelles connexions, nettoyage, ordre, tout en affaiblissant les anciennes, désordre, blocage. De plus, la résolution narrative du rêve, trouver la source de la saleté, réussir à laver, voir la pièce devenir claire, fournit un schéma de résolution cognitive que le cerveau peut ensuite appliquer, par analogie, à la situation psychique réelle. Le rêve est un simulateur qui entraîne le psychisme à accomplir dans l'espace symbolique ce qu'il doit accomplir dans l'espace psychosomatique. Le rôle des émotions dans le rêve est ici capital. Un rêve détoxifiant n'est pas nécessairement agréable. Il peut être intense, bizarre, voire momentanément déplaisant, dégoût pendant le vomissement, effort pendant le nettoyage. Mais l'émotion qui prédomine à la fin du rêve ou au réveil est le véritable indicateur. Si le rêve se termine par un sentiment de soulagement, d'accomplissement, de légèreté ou de paix, même après une scène difficile, c'est le signe que le processus de nettoyage a été bénéfique et complet. En revanche, si le rêve est interrompu brutalement, se termine dans la terreur ou la confusion, ou si le réveil s'accompagne d'anxiété persistante, cela peut indiquer que le matériel était trop intense pour être traité en une session, ou qu'il a réactivé une charge sans parvenir à la résoudre. Dans ce cas, le rêve n'a pas pleinement fonctionné comme détoxifiant, mais plutôt comme signal d'alarme indiquant un travail plus profond à faire. Nous pouvons considérablement amplifier et orienter ce processus de nettoyage onirique par des pratiques conscientes. La programmation intentionnelle pré-sommeil est la plus efficace. Avant de s'endormir, on formule une invitation claire mais non directive à l'intelligence du sommeil. Que mes rêves, cette nuit, nettoient et libèrent ce qui a besoin de l'être pour mon plus haut bien. On évite de spécifier le comment ou le quoi, faisant confiance à la sagesse corporelle. On peut ajouter une visualisation simple, comme s'immerger dans une lumière bleu lavande ou verte émeraude, couleurs souvent associées à la purification et à la guérison. Une autre pratique puissante est le dialogue post-onirique. Au réveil, avant que la conscience diurne ne reprenne complètement le contrôle, on prend quelques instants pour se reconnecter au rêve, en ressentant à nouveau les sensations corporelles qui l'accompagnaient. Si un symbole de nettoyage était présent, l'eau, le feu, le vide, on le visualise brièvement en action dans le corps, achevant symboliquement le travail. Ce geste d'ancrage renforce le transfert de l'information de guérison du monde onirique vers le corps éveillé. Enfin, il est crucial de soutenir la physiologie du sommeil détoxifiant par des habitudes de vie. Un sommeil de qualité, suffisant en durée, dans l'obscurité et le silence, est le fondement sans lequel ces processus profonds ne peuvent opérer pleinement. La consommation le soir de substances qui perturbent l'architecture du sommeil, alcool, caféine, repas lourds, écran lumineux, entrave littéralement le travail du service de nettoyage nocturne. En prenant soin des conditions du sommeil, nous offrons à notre intelligence interne le temps et l'espace nécessaires pour accomplir son œuvre de régénération. Les rêves détoxifiants nous révèlent ainsi que nous ne sommes pas seuls dans notre travail de nettoyage. Chaque nuit, une intelligence profonde et silencieuse se met au travail, démontant ce qui nous encombre, filtrant ce qui nous empoisonne et réparant ce qui a été blessé. Ils sont la preuve que la guérison n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, mais aussi quelque chose qui nous est donné, qui émerge naturellement de l'état de repos et de réceptivité. En apprenant à reconnaître et à honorer ces rêves,
Nous passons d'une relation de combat avec nos toxicités internes à une relation de collaboration avec notre propre sagesse autorégulatrice. Nous comprenons que le sommeil n'est pas une fuite hors de la vie, mais une plongée dans ses couches les plus régénératrices, où les résidus du passé sont méthodiquement transformés en compost pour la croissance future, et où le corps, l'âme et l'esprit retrouvent, nuit après nuit, leur état originel de pureté et de cohérence. Les libérations spontanées. Nous abordons maintenant l'un des phénomènes les plus fascinants et les moins compris du processus de nettoyage quantique, les libérations spontanées. Ce sont ces moments imprévisibles, souvent soudains, où le corps semble décider de lui-même de relâcher une charge ancienne, sans qu'aucune technique particulière ne soit délibérément appliquée sur le moment. Une personne en train de marcher dans la nature est soudain submergée par des sanglots libérateurs sans raison consciente apparente. Une autre, lors d'un léger étirement, ressent un déverrouillage dans le bas du dos accompagné d'un flot de souvenirs et d'une chaleur intense. Une troisième se réveille d'un sommeil profond avec la certitude absolue qu'un poids vieux de plusieurs années a disparu et que son corps respire différemment. Ces événements ne sont pas des anomalies, ce sont les manifestations visibles de l'intelligence autorégulatrice du système corps-esprit atteignant un point de bascule quantique. Elles représentent l'aboutissement souterrain d'un long travail de désintrication qui, ayant atteint une masse critique, se manifeste soudainement dans le champ de la conscience et de la sensation. Comprendre ces libérations spontanées, c'est apprendre à faire confiance à la sagesse chronologique du corps et à reconnaître les signes que l'effort invisible de purification porte ses fruits de manière parfois spectaculaire et toujours significative. Le mécanisme sous-jacent à ces libérations est ce qu'on pourrait appeler le point de bascule informationnel. Tout au long du processus de nettoyage, qu'il soit conscient, par des techniques, ou inconscient, par les rêves détoxifiants, le système travaille à désintriquer un pattern figé. Imaginez un nœud extrêmement serré fait de centaines de fils fins représentant les différentes dimensions de la charge, la mémoire sensorielle, l'émotion cristallisée, la croyance associée, la tension musculaire, la signature biochimique. Chaque effort de conscience, chaque rêve de nettoyage, chaque respiration consciente agit comme une main patiente qui tire doucement sur l'un de ces fils, le délogeant progressivement de l'ensemble. Ce travail est cumulatif, mais souvent imperceptible. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, rien ne semble changer à la surface. Puis, un dernier fil, souvent le plus insignifiant en apparence, est déplacé. À cet instant précis, la géométrie de l'ensemble du nœud change radicalement. La tension qui maintenait la structure cohésive se relâche d'un coup. L'information nœud cesse d'être l'état d'énergie le plus probable du système. Une transition de phase psychosomatique se produit. L'état figé et de haute énergie, le nœud serré, cède la place à un état fluide et de basse énergie, les fils détachés. Cette transition est fondamentalement quantique. C'est un saut discret d'un état stationnaire à un autre, sans passage par des états intermédiaires stables. La libération spontanée est la manifestation sensorielle et émotionnelle de ce saut quantique dans le domaine de l'expérience consciente. Ces libérations se produisent souvent dans des états de conscience abaissés ou élargis, où le contrôle du moi exécutif est temporairement relâché. Les trois principaux portails sont l'état hypnagogique à l'endormissement, l'état hypnopompique au réveil et l'état de flow ou de présence totale. Dans l'état hypnagogique, la sentinelle consciente qui maintient habituellement les défenses et les contrôles commence à se retirer. Les frontières entre le conscient et l'inconscient s'estompent. Dans cet espace liminal, une charge dont le travail de désintrication est presque achevé peut trouver l'ouverture pour se dissoudre complètement et quitter le système, souvent sous forme d'images, de sensations physiques brèves mais intenses, ou d'émotions pures. Au réveil, état hypnopompique, le processus inverse se produit. La conscience remonte des couches profondes où le travail de nettoyage a été intense.
Il n'est pas rare de se réveiller avec un mot sur les lèvres, une compréhension soudaine ou une sensation corporelle radicalement nouvelle, comme si le corps présentait à la conscience émergente le fait accompli d'une libération nocturne. L'état de flow, quant à lui, lors d'une marche en nature, d'une pratique artistique immersive, d'une méditation profonde, est caractérisé par une cessation du dialogue intérieur et une unité entre l'action et la conscience. Dans cet état de cohérence psychique élevé, les résistances sont minimales et une charge dont la désintrication est mûre peut être expulsée par la simple pression de l'état de cohérence globale, qui ne tolère plus les éléments dissonants. Les manifestations physiques de ces libérations sont aussi variées qu'instructives. Elles suivent souvent une logique symbolique ou une logique de résonance somatique. Une libération liée à une peur ancestrale de l'étouffement peut se manifester par une quinte de toux soudaine et brève, expulsant un mucus clair, suivi d'une sensation d'ouverture thoracique immense. Une charge de tristesse cristallisée autour du cœur peut se libérer par une série de bâillements profonds et involontaires, accompagnés de larmes, sans tristesse consciente, mais avec un sentiment de vide bienfaisant ensuite. Des tremblements localisés ou généralisés, souvent appelés tremblements neurogéniques dans les thérapies somatiques, peuvent parcourir le corps, déchargeant l'énergie motrice figée d'une réaction de combat-fuite qui n'a jamais pu s'accomplir. Des vagues de chaleur intense, suivies de frissons, sont courantes et correspondent à un changement radical du métabolisme énergétique local une fois la charge libérée. Parfois, la manifestation est plus discrète, un simple clic articulaire dans un endroit chroniquement tendu, suivi d'un relâchement musculaire immédiat et durable. Ces symptômes ne sont pas la maladie, ils sont la guérison en action. Ils représentent le corps exécutant la dernière étape motrice ou physiologique d'un processus de nettoyage qui s'est achevé au niveau informationnel. La dimension émotionnelle des libérations spontanées est souvent déconcertante, car l'émotion ressentie n'est pas nécessairement liée à un contenu conscient. On peut être submergé par une tristesse profonde et pleurer abondamment, sans pouvoir associer ces larmes à un souvenir ou une pensée spécifique. Ce sont des larmes sans histoire, des émotions pures qui étaient la composante affective d'une charge désintriquée et qui, une fois libérées de leur prison informationnelle, remontent à la surface pour être enfin expérimentées et évacuées. L'émotion n'est pas retraumatisante, elle est libératrice. Elle n'a pas la qualité collante et répétitive de l'émotion refoulée, mais la qualité fluide et temporaire d'une vague qui passe. Après l'épisode, qui peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes, un état de calme, de légèreté et de clarté inhabituelle s'installe souvent. C'est le signe que l'émotion n'était pas réactivée, mais excrétée. De même, des rires spontanés et incontrôlables peuvent survenir, libérant une joie ou une vitalité qui était captive dans un pattern de contrôle ou de gravité excessive. Les libérations peuvent également être cognitives et perceptuelles. Une croyance limitante profondément intriquée, « je ne mérite pas », peut soudainement se dissoudre, non pas par un raisonnement, mais par une perception directe de son absurdité, comme si un voile tombait. La couleur peut sembler soudainement plus vive, les sons plus riches, l'espace plus vaste. Ces changements ne sont pas des hallucinations, mais le résultat du retrait d'un filtre informationnel qui, pendant des années, a limité et appauvri l'expérience sensorielle. Le monde n'a pas changé, c'est la capacité de réception de l'organisme qui a été soudainement agrandie par la suppression d'un blocage. Ces libérations perceptuelles sont souvent les plus durables et les plus transformatrices, car elles modifient le terrain même sur lequel l'expérience de vie se déroule. Un type particulièrement puissant de libération spontanée est le rêve éveillé de purge. La personne, en état de relaxation profonde ou de méditation légère, sans être endormie, commence à voir des images vives, souvent symboliques, de nettoyage ou de transformation, tout en ressentant les sensations physiques correspondantes dans son corps. Elle peut voir une lumière vive consumer des ombres dans une zone spécifique tout en sentant une chaleur intense à cet endroit. Elle peut visualiser des racines noires étant arrachées de son abdomen tout en ressentant des contractions intestinales.
Ces expériences hybrides, à mi-chemin entre le rêve et la visualisation guidée, sont le signe que le processus de nettoyage est si avancé et si chargé qu'il fait irruption dans le champ de la conscience éveillée, utilisant le langage symbolique de l'inconscient pour achever son travail en coopération avec la conscience témoin. Le rôle de la conscience pendant ces épisodes est crucial et contre-intuitif. La réaction naturelle face à une sensation forte et inhabituelle, tremblements, vagues émotionnelles, est de la contrôler, de la réprimer ou de lui chercher une explication rationnelle immédiate. Cette intervention du moi conscient peut interrompre le processus, le laissant inachevé. La posture optimale est celle de l'observation bienveillante et du lâcher-prise. Il s'agit d'accueillir ce qui se passe avec curiosité et sans peur, en se disant intérieurement « Mon corps sait ce qu'il fait, je lui permets d'accomplir ce travail ». On peut ancrer cette observation dans la respiration, en respirant doucement à travers les sensations, sans les amplifier ni les retenir. Cette attitude de non-interférence permet au processus autonome de s'achever complètement. Essayer de comprendre intellectuellement ce qui est en train de se passer pendant que cela se passe est souvent une forme de résistance. La compréhension vient presque toujours après, sous forme d'images, de souvenirs ou simplement d'une connaissance intuitive paisible. Après une libération spontanée, une période d'intégration et de recalibrage est nécessaire. Le système a subi un changement d'état significatif. Il est fréquent de se sentir fatigué, spacieux, un peu fragile ou désorienté dans les heures qui suivent. C'est le moment de se reposer, de s'hydrater, de marcher doucement dans la nature, d'éviter les stimulations fortes et les demandes sociales intenses. Le corps et la psyché réorganisent leurs circuits sur la base de la nouvelle configuration. Forcer un retour à la normale immédiat peut être contre-productif. Certaines personnes ressentent également des douleurs fantômes ou des sensations résiduelles dans la zone libérée, comme un souvenir physique du blocage qui s'estompe en quelques jours. Tenir un journal simple de ces expériences, notant la date, les sensations, les émotions et tout élément symbolique ou mémoriel apparu après, est précieux. Il permet de reconnaître des patterns dans son propre processus de libération et de constater la progression cumulative vers plus de légèreté et de fluidité. Enfin, il est essentiel de comprendre que les libérations spontanées ne sont pas le but en soi et que chercher à les provoquer par la volonté est une impasse. Elles sont des symptômes de la guérison, non sa cause. Les provoquer délibérément reviendrait à forcer l'ouverture d'une fleur. On risque d'endommager les pétales. Le travail véritable est le patient processus de désintrication par la conscience, les rêves et les techniques douces. Les libérations spontanées en sont les fruits mûrs qui tombent d'eux-mêmes lorsque le temps est venu. En apprenant à les reconnaître, à les accueillir sans crainte et à les intégrer avec respect, nous cultivons une relation de confiance profonde avec l'intelligence autorégulatrice de notre être. Nous comprenons que le nettoyage n'est pas une guerre menée par le moi contre le corps, mais un dialogue collaboratif où le corps, libéré des interférences du mental contrôlant, sait exactement quand et comment relâcher ce qui l'entrave, nous offrant à ces moments-là des expériences directes et saisissantes du pouvoir de l'auto-guérison quantique qui œuvre en silence au cœur même de notre existence. Le corps régénéré. Nous parvenons maintenant au point d'aboutissement de notre exploration, à la vision ultime que dessine le nettoyage quantique, la métamorphose vers un corps régénéré. Il ne s'agit pas simplement d'un corps débarrassé de ses toxines, de ses émotions cristallisées ou de ses mémoires pesantes, mais d'une transformation radicale de la relation entre la matière corporelle et la conscience qui l'habite. Le corps régénéré n'est plus perçu comme un véhicule limité, un fardeau biologique voué à la dégradation, mais comme un réceptacle dynamique, de plus en plus pur et transparent, capable de recevoir, d'exprimer et d'amplifier le flux de la conscience pure. Cette régénération n'est pas un retour à un hypothétique état de perfection juvénile, c'est l'émergence d'un nouvel ordre d'être, où le corps, ayant désintriqué les strates de son histoire douloureuse, devient un instrument accordé aux fréquences plus subtiles de l'existence,
un sanctuaire vivant où l'expérience de l'incarnation peut se déployer avec une plénitude, une sensibilité et une liberté inédites. Ce chapitre décrit l'état, les qualités et les implications de ce corps régénéré et comment le processus de nettoyage quantique, par-delà la simple purification, ouvre la voie à cette renaissance somatique. La première qualité fondamentale du corps régénéré est l'augmentation de la cohérence interne. En physique quantique, la cohérence décrit un état où les parties d'un système vibrent en phase, formant un tout unifié aux propriétés émergentes radicalement différentes de la somme des parties, comme dans un laser ou un supraconducteur. Pour le corps, la cohérence signifie que les différents systèmes, cellulaires, neurologiques, endocriniens, énergétiques, fonctionnent en harmonie synchrone, avec un minimum de bruit et de friction informationnelle. Les charges dissonantes, toxines, émotions figées, agissaient comme des sources de décohérence, introduisant du bruit et des interférences dans les communications intercellulaires et dans le champ énergétique global. Leur désintrication permet à la cohérence native du système de se réaffirmer. Cette cohérence se manifeste par une sensation perceptible de fluidité et d'unité. Les mouvements deviennent plus économiques et gracieux, car moins entravés par des tensions contradictoires. Les processus biologiques, digestion, sommeil, cicatrisation, s'optimisent, car les signaux régulateurs voyagent sans obstruction. La pensée et l'émotion gagnent en clarté, car elles ne sont plus constamment parasitées par les échos somatiques de conflits non résolus. Le corps cesse d'être une collection de parties séparées, un estomac nerveux, un dos douloureux, un cœur lourd, pour être vécu comme un champ unifié de sensations et d'énergie, vibrant d'un seul tenant. Cette cohérence accrue conduit directement à la seconde qualité, une perméabilité et une conductivité énergétique supérieure. Le corps régénéré devient un meilleur conducteur, non pas d'électricité brute, mais de l'énergie subtile de la vie, de l'information consciente et de l'intuition. Les traditions mystiques parlent du corps comme d'un canal. Lorsqu'il est encombré de résidus, ce canal est rétréci, obstrué, isolé. La lumière de la conscience doit forcer pour s'y frayer un chemin, et son expression est déformée. Après le nettoyage quantique, le canal se dégage. La frontière supposée entre l'intérieur et l'extérieur devient plus poreuse, non dans un sens de vulnérabilité pathologique, mais dans un sens d'échange optimal. Le corps peut alors plus facilement décharger dans l'environnement ce qui est en excès ou obsolète, d'où une plus grande résistance aux stress environnementaux, et recevoir de l'environnement ce qui est nourrissant et inspirant, l'énergie de la nature, les influx créatifs, les états de paix collective. Cette conductivité se ressent comme une sensibilité amplifiée et raffinée. Les sens physiques peuvent s'aiguiser, mais plus profondément, une sensibilité proprioceptive et interoceptive se développe. On perçoit avec une finesse extraordinaire les états internes, les micro-émotions, les premiers signaux de déséquilibre, permettant des ajustements bienveillants et préventifs bien avant qu'un problème ne se cristallise. On devient capable de ressentir l'énergie des lieux, des personnes, des œuvres d'art, non comme une curiosité psychique, mais comme une extension naturelle de cette conductivité corporelle restaurée. La troisième caractéristique est la légèreté et la libération de la charge gravitationnelle subjective. Le poids des mémoires, la densité des émotions figées, l'inertie des toxines intriquées, tout cela contribuait à une expérience subjective du corps comme étant lourd, pesant, ancré dans une matérialité opaque. La désintrication allège considérablement cette charge. Le corps régénéré est expérimenté comme plus léger, plus aérien, comme si la force de gravité qui s'exerçait sur lui était moindre. Cette légèreté n'est pas une faiblesse ou une désincarnation, mais une libération de la densité superflue. Elle s'accompagne souvent d'une posture naturellement plus érigée, car la colonne vertébrale n'a plus à supporter le même poids psychique. La respiration devient plus ample et plus libre, car la cage thoracique et le diaphragme ne sont plus comprimés par des armures émotionnelles. Cette légèreté a une contrepartie psychique. L'humeur générale tend vers la sérénité et la joie légère,
car la psyché n'a plus à gérer en permanence le fardeau somatique d'un passé non digéré. La quatrième dimension du corps régénéré est la récupération d'une plasticité et d'une capacité d'adaptation semblable à celle de la jeunesse, mais informée par la maturité. La jeunesse biologique est caractérisée par une haute plasticité, une capacité à apprendre, à se remodeler, à guérir rapidement. Avec l'âge et l'accumulation, cette plasticité diminue, les patterns se rigidifient. Le nettoyage quantique inverse partiellement ce processus, en libérant les informations figées qui verrouillaient les tissus et les circuits neuronaux dans des configurations répétitives. Il restaure une certaine fluidité au système. Le corps retrouve une capacité à se réorganiser face aux défis, à trouver de nouvelles solutions physiologiques, à guérir plus efficacement. Mais cette plasticité retrouvée n'est pas naïve. Elle est enrichie par la sagesse accumulée. Ce n'est pas le corps malléable et vulnérable de l'enfant, mais le corps résilient et intelligent de l'être, ayant intégré son expérience. Il peut apprendre de nouvelles compétences physiques plus facilement, s'adapter à de nouveaux environnements avec moins de stress, et son processus de vieillissement, débarrassé de l'accélération toxique du stress chronique et des inflammations sourdes, peut se dérouler avec plus de grâce et moins de pathologies dégénératives. Le cinquième aspect, peut-être le plus mystérieux, est l'émergence d'une sensation de présence consciente diffuse dans tout le corps. Dans l'état encombré, la conscience est souvent vécue comme localisée dans la tête, derrière les yeux, observant un corps qui lui est quelque peu étranger, voire hostile. Après une régénération significative, cette localisation tend à se dissoudre. La conscience semble habiter pleinement le corps tout entier. On pense à partir du ventre, on ressent des intuitions dans la poitrine, on perçoit des savoirs dans les paumes des mains. Le corps entier devient un organe de perception et de connaissance. Ce n'est plus un objet possédé, mais le sujet même de l'expérience. Cette incarnation profonde de la conscience apporte une stabilité psychique inébranlable, car on est fermement ancré dans la réalité sensorielle du moment présent, et une créativité décuplée, car les idées et les inspirations peuvent s'incarner directement dans des gestes, des formes ou des actions sans la médiation tortueuse d'un mental suranalytique et dissocié. Sur le plan physiologique concret, le corps régénéré présente des marqueurs observables. Un système immunitaire plus robuste et moins réactif, moins d'allergies, moins d'inflammations auto-immunes, un équilibre hormonal plus stable, un sommeil plus réparateur et moins agité, une digestion efficace et sans inconfort, une peau plus claire et plus rayonnante, reflet de la purification des émonctoires, et des yeux qui semblent émettre plus de lumière, la fameuse étincelle dans le regard retrouvée. Mais ces améliorations sont des conséquences, non le but. Le but est le changement de relation. Cette transformation en corps réceptacle plus pur a des implications existentielles profondes. Premièrement, la diminution radicale de la peur de la maladie et de la mort. Lorsque le corps n'est plus vécu comme une prison de douleurs et de limitations accumulées, mais comme un véhicule fluide et conscient, l'anxiété liée à sa défaillance s'atténue. On prend soin de lui non par peur, mais par gratitude et respect, comme on entretient un instrument précieux. La mort, inévitable, n'est plus perçue comme la libération d'un fardeau, mais comme la transition ultime d'une forme à une autre, expérimentée depuis un état d'unité et de paix avec le corps, non de conflit. Deuxièmement, l'expansion de la capacité d'expérience. Un corps régénéré, avec sa sensibilité accrue et sa conductivité, peut faire l'expérience du monde avec une intensité et une richesse nouvelles. Les plaisirs simples, le goût d'un fruit, la caresse du soleil, l'étreinte d'un être cher, sont vécus avec une profondeur presque extatique, car ils ne sont plus amortis par des couches d'engourdissement ou de distraction intérieure. La beauté artistique et naturelle peut provoquer des états d'émotion et de révérence intenses, car le corps lui-même résonne comme une corde sensible à cette beauté. Troisièmement, la facilitation des états de conscience non ordinaires. La méditation, la prière, les expériences de flow créatif, les états de grâce deviennent plus accessibles et plus profonds. Le corps purifié offre moins de résistance à ces états.
Il ne les entrave plus par ses tensions et ses signaux d'inconfort parasites. Au contraire, il les soutient, leur servant de caisse de résonance et d'encre stable dans le monde physique. La conscience peut s'élever ou s'élargir sans être immédiatement ramenée à la pesanteur d'un corps souffrant. Enfin, le corps régénéré devient un agent de transformation dans le champ relationnel et collectif. Sa simple présence, caractérisée par la cohérence, la paix et la vitalité, a un effet calmant et inspirant sur son environnement. Il émet une signature vibratoire qui, sans effort, tend à harmoniser et à élever les fréquences ambiantes. Il devient un point de lumière stable dans le réseau humain, contribuant non par des actions forcées, mais par la qualité de son être, à l'évolution de la conscience collective. Atteindre cet état de corps régénéré n'est pas une destination finale, mais l'entrée dans un nouveau mode d'être en constante évolution. Le nettoyage quantique ne s'arrête pas. Il devient un processus d'entretien naturel, fluide, presque joyeux. On ne lutte plus contre la saleté accumulée, on entretient la clarté naturelle. Le corps, dans sa sagesse retrouvée, signale avec douceur ce qui a besoin d'être libéré, et la conscience coopère avec légèreté. Ainsi, le cycle de l'incarnation s'accomplit dans sa plénitude. La conscience descend se manifester dans la matière, non pour y être emprisonnée, mais pour la transmuter en un instrument de perception, de création et d'amour de plus en plus parfait. Le corps régénéré est la preuve vivante que cette alchimie est possible. Il est le temple nettoyé, les vitres lavées, l'autel préparé, attendant non pas un Dieu extérieur, mais accueillant la divinité immanente de la conscience elle-même, qui peut enfin, à travers lui, se contempler, se ressentir et s'aimer sans entrave, dans la gloire simple et absolue d'être incarné.